Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chat ActuSite Club Patrimoine. Aujourd'hui, je suis très heureux car nous recevons un ami de la famille, un habitué de ce plateau. Il vient chaque année faire le point avec nous sur la macroéconomie, sa gestion, le monde qui nous attend, j'allais dire. Et c'est Christophe Couturier, Ecofi Investissement. Ecofi Investissement, c'est une filiale du Crédit Coopératif. Tout le monde ne le sait peut-être pas. Une très belle maison de gestion. Moi, j'ai une vraie affection parce qu'en plus, vous êtes les spécialistes de la gestion éthique et ça a vraiment du sens, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pas que. Et nous y reviendrons, bien sûr. Christophe, je vous avais dit un jour, je vous aurai. Alors, l'an dernier, vous étiez positif à court terme et acquis à long terme. Il semble que le temps se soit légèrement compressé. Et puis, on s'était revus en septembre à Patrimonia. Et là, vous m'aviez dit, bon, il faut se poser pendant 2 mois quand même, après le petit stress chinois, mais après, plein pot, je reprends vos mots. Alors, est-ce que là, le temps s'est de nouveau un peu écarté? Est-ce que plein pot, c'est maintenant? Et ça sera bien évidemment ma question avec un titre d'émission assez positif. Hein, comment enrichir nos clients? Donc, on se posera la question tout à l'heure de comment le faire effectivement. En tout cas, on aura besoin avec vous de comprendre le monde qui s'annonce. Hein. On a eu les banquiers centraux. Il n'y a plus que les banquiers centraux au fond. Hein. On ne parle plus que de macroéconomie. On aimerait bien regarder de plus près les entreprises. Et là, très grosse annonce. Un monsieur Draghi qui est un peu sorti du cadre habituel, hein, puisqu'il a des nouvelles mesures et on essaiera de les décoder avec vous. Puis Madame Yellen qui dit que pour l'instant, pas grand-chose. Au fond, elle attend un peu de voir ce qu'il se passe. Vraiment, on va avoir besoin à la fois de votre expertise et de votre sagesse. On a l'habitude de bien comprendre avec vous. Mais avant de commencer... Que serions-nous sans lui, le Guinécent Georges de la Taille, celui qui porte la particule comme un Irlandais se saoule un soir de Saint-Patrick, sans aucune retenue. Georges, c'est à vous. Bonjour Jean-Pierre, écoutez, c'est très gentil. Si j'avais su, je serais venu avec une petite Ouais, panne de bière. mais vous n'êtes pas généreux. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait l'objectif du chat. Pourquoi pas? Mais en revanche, on a beaucoup de questions beaucoup plus sérieuses que la panne de bière, Ouais. assez précises sur les marchés, votre vision et plein de choses. Donc on va pouvoir vous les poser tout au long de cette demi-heure et n'hésitez pas à en poser beaucoup d'autres dans la zone sous la vidéo et on pourra les relayer Comme avec grand d'habitude, plaisir. c'est très simple, c'est ça? Toujours aussi simple. Parce que l'habitude, il dit à chaque émission, c'est très simple. Allez Christophe, c'est parti, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez me décoder ce qu'a raconté Mario Draghi la semaine dernière? Au début, on a eu l'impression que c'était comme d'habitude, mais un peu plus, quoi. Hein. On passe de 60 à 80 milliards, et pas du tout. Il y a des nouvelles mesures dans le taux négatif, et notamment pour les LTRO, c'est ça? Oui, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Effectivement, Mario Draghi a pris un certain nombre de mesures additionnelles. Alors, bon, déjà, l'augmentation de 60 à 80 milliards, ça fait quand même 20 milliards de plus injectés tous les mois. Hein, Oui, 20 milliards par mois, c'est un bon chiffre. Ah oui, c'est quand même pas mal. Hein. Donc ça, c'est une mesure qui continue à alimenter les liquidités qui sont déjà très importantes. Ensuite, bon, il abaisse le taux... Attendez, les liquidités, moi je veux bien, hein, mais 60 milliards, on nous disait que ça n'a rien fait au fond, que ça n'allait pas dans l'économie réelle. Alors, si on fait plus, c'est bien, même si ça ne va toujours pas dans l'économie réelle. Si, en fait, ça a quand même un effet sur l'écrasement de la courbe des taux. Donc, avec 20 milliards de plus. Alors, surtout, ce qui est important, c'est qu'il a indiqué qu'il pourrait acheter des titres corporate, ce qu'on appelle, hein, donc émis par des entreprises. Donc ça va aussi être intéressant parce que ça permet d'élargir la qualité des titres que la Banque centrale est amenée à racheter. Alors, donc attendez, ça va diffuser parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. Est-ce qu'il peut acheter ces titres à l'émission ou sur le marché secondaire? Oh, plutôt sur le marché secondaire, hein, c'est ce que je comprends. Donc c'est pour enrichir les banques encore, hein? Ben, c'est-à-dire que c'est pour les enrichir, je ne sais pas. C'est en tout cas pour soulager les bilans des banques, pour qu'elles puissent retrouver de la marge de manœuvre et reprendre des politiques les yeux de dans crédit. Les yeux, puisque vous êtes filiale d'une banque. Si vous pouvez racheter sur le marché secondaire après avoir baissé les taux, a priori, c'est plutôt pour enrichir les banques, non? Ça permet aux banques, en tout cas, de se départir de ces titres avec des plus-values. Donc, c'est pas négatif, effectivement. Et alors, deuxième mesure, je suis en taux négatif, moins 0,4, si j'ai bien vu, sur les banques, sous réserve qu'elles prêtent à l'économie réelle. Alors, le moins 0,40, c'est la facilité de dépôt. C'est-à-dire que c'est l'argent que les banques n'ont pas utilisé dans l'économie, elles le remettent à la Banque centrale. Alors c'est pas la bonne nouvelle, ça leur coûte là. Ah ben ça leur coûte. Ouais. Alors, d'une certaine façon, les banques vont prendre des mesures pour limiter les montants qu'elles laissent à moins 0,40 à la Banque centrale, de manière à ce que ça leur coûte moins. Et donc, de ce fait-là, c'est un élément incitatif à prêter. On était à moins 0,30 déjà sur le dépôt. Et l'argent n'allait pas dans l'économie réelle. Donc un petit peu quand même, le crédit est quand même un petit peu reparti. D'accord. Mais disons que à moins 0,40, Mario Draghi pense que ça va encore un petit peu plus favoriser. Cet élément complémentaire. La nouveauté, si j'ai bien compris, c'est de dire que ce moins 0,40, il va aussi s'appliquer aux banques, sous réserve qu'elles prêtent aux entreprises
défini dans le cadre du LTRO, c'est ça. Et ce moins 0,40, c'est une forme de subvention. Alors, le TLTRO se permet de prêter aux banques sur une durée de 4 ans, et il a indiqué que le taux pourrait descendre, effectivement, jusqu'au niveau des facilités, c'est-à-dire jusqu'à moins 0,40. Pour l'instant, on ne connaît pas le taux, il sera fixé le moment venu, mais il peut aller jusque-là. Donc, c'est une possibilité de refinancer les banques sur une durée longue. 4 ans, c'est quand même assez long. D'habitude, dans le mode de fonctionnement normal de la Banque centrale, le refinancement des banques se fait sur une quinzaine. Il y a toutes les semaines l'appel d'offres pour une quinzaine. Là, les banques pourront obtenir de l'argent pour 4 ans. Donc ça assure leur bon refinancement sur des durées qui permettent de prêter aux entreprises dans des bonnes conditions. Est-ce qu'on n'est pas trop sympa? Vous n'allez pas me dire le contraire, mais quand même, je vais vous pousser dans vos retranchements là. Est-ce qu'on n'est pas trop sympa avec les banques qui n'ont pas si bien joué le jeu que ça des banques centrales? Et là, on continue à faire des cadeaux. C'est les banquiers prêtent aux banquiers, enfin les banquiers centraux prêtent aux banquiers. On se demande si on n'est pas un peu entre copains là. Alors, c'est-à-dire que les banques n'ont pas répercuté les taux négatifs à leurs clients. Mais attention, je parle des taux d'épargne, des taux de dépôt. Les banques, si elles répercutaient la politique de la Banque centrale, elles vous prendraient de l'argent sur vos dépôts. J'ai reçu un courrier de ma banque qui me dit que le monétaire, c'est négatif aujourd'hui. Oui. Alors, le monétaire est négatif. Les comptes à vue pourraient être négatifs. Bon, ça n'est pas le cas. Les banques, finalement, encaissent ce différentiel en perte. Donc, de l'autre côté, on va inciter les banques à prêter plus à l'économie. Alors, bon, les banques ne sont là qu'un canal de diffusion d'une politique monétaire. La reprise de l'économie par le financement des entreprises et des projets va bénéficier à tout le monde. Donc, en fait, c'est une mesure d'intérêt général. J'adore, c'est une mesure d'intérêt général. C'est la relance de l'économie qui va bénéficier à tous. Merci beaucoup. Donc ça, maintenant, on rentre dans la gestion. En général, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est... on va peut-être décoder ce qui s'est passé en début d'année aussi, mais est-ce que c'est le départ de marcher un peu plus serein en disant le cap est défini? Bien, c'est-à-dire que du fait qu'on peut réassurer que d'abord la liquidité restera très abondante, elle est même renforcée. Les taux sont abaissés. Donc les courbes des taux aujourd'hui sur le marché français en particulier sont à moins 0,41, moins 0,42 jusqu'à 2 ans pratiquement. Donc c'est très, très stable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'anticipation qu'on va baisser plus, ni non plus qu'on va remonter. Donc cette stabilité sur des taux de refinancement négatifs à court terme va inciter les emprunteurs normalement à financer des projets. Alors on dit que pour emprunter, il faut aussi avoir des clients et des projets. Il faut des projets. Alors c'est un petit peu ce qui pêche. Et dans un monde en déflation, c'est difficile d'avoir des projets, non? Et donc si vous voulez, ce qui pêche en Europe en particulier, c'est la confiance. Elle n'est pas encore tout à fait là. Et donc, il n'y a pas assez d'investissement. Et donc, pour relancer l'investissement, il faut faire des conditions de financement qui sont extrêmement favorables. Et puis, il faut restaurer la confiance sur le fait que la reprise européenne, qu'on a vu un petit peu frémir, va s'affermir, va s'accélérer. Et donc là, les chefs d'entreprise vont dire, finalement, je peux financer dans des bonnes conditions, la reprise va accélérer, donc je me lance, j'investis, j'emprunte et je fais mon projet. Et ça devrait provoquer un redémarrage de l'économie. Et ça, vous y croyez, Christophe? Mais oui, j'y crois, parce que vous êtes au top là. Parce que c'est relativement rationnel, et c'est ce qui devrait se passer. Je reprends vos mots de septembre. Plein pot. Est-ce que plein pot, alors on a connu ce qu'on a connu, mais est-ce que plein pot c'est maintenant? Alors, comme vous l'avez dit, il faut un petit peu décoder ce qui s'est passé. Il y a eu des inquiétudes sur la Chine. La Chine ralentit. Comme je l'avais indiqué, la Chine ralentit de manière structurelle. C'est-à-dire que il y a un taux de croissance beaucoup plus important que le taux de croissance mondial, donc la Chine, on va dire, prend des parts de marché, sa dimension proportionnelle s'accroît. Donc, évidemment, plus la Chine s'accroît, plus son taux de croissance va converger vers le taux de croissance mondial. Donc, nécessairement, à un moment donné, la Chine aura le même taux de croissance que l'ensemble du monde. Alors, on va passer progressivement. On était à 7, maintenant c'est 6,5. Bon, ça c'est la croissance mondiale, c'est 3 aujourd'hui. C'est 3. Donc, c'est plusieurs années, voire donc le plan quinquennal 5 ans prévoit 6,5 de moyenne. Bon, c'est pas mal. En plus, le gouvernement chinois fait tout ce qu'il faut pour relancer, il baisse les taux, il baisse les réserves obligatoires des banques, il renforce les plans, des différents plans dans les collectivités locales. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Bon, abandon de la politique de l'enfant unique. Donc normalement, s'il y a un petit peu plus de naissance, ça fait un petit peu plus de croissance. Ça, ils en avaient besoin, parce qu'autrement... Oui. Et donc, tout ça concourt au fait que la croissance de la Chine devrait se maintenir. Bon. Alors après, la bourse a baissé, ça a un peu
affolé. C'était bien monté, ils spéculent les Chinois aussi. Ça avait trop monté, ça a rebaissé. Bon, rien de très la bourse en Chine. normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le patrimoine des Chinois n'est pas tellement en bourse. Il est plutôt 3/4 en immobilier. À l'inverse, le patrimoine financier des Américains est plus sur justement la bourse, moins sur l'immobilier. En Chine, c'est l'inverse. Donc, finalement, il nous semble que le trou d'air chinois et le trou d'air des pays qui travaillent beaucoup avec la Chine, les sous-traitants de la Chine et tout ça, est derrière nous. Et donc les indicateurs avancés de ces pays-là, comme la Corée, Vietnam, se sont retournés à la hausse. Donc, attendez, ça veut dire qu'il faut retourner sur les émergents, là ? Parce que là, les émergents... Je vous avais dit au mois de janvier que c'était trop tôt. Oui. Là, c'est peut-être le moment. Ah, très intéressant. Progressivement. C'est le premier à nous dire ça, tout le monde choisit sur les émergents. Mais c'est-à-dire que ils ont subi une récession qui est importante, plus importante que ce qu'on avait anticipé, ça a même duré plus longtemps. Donc je vous avais dit, ça durera 2-3 mois, finalement ça fait bientôt 6 mois. Donc on a un peu péché par excès d'optimisme. Notre bonne vieille Europe, là, parce que quand même vous êtes très européen dans vos gestions. Oui. Notre bonne vieille Europe, vous qui êtes un gérant français, européen... ça frémit. Bon. Oui, donc il faut être confiant. L'Europe frémit. Mais oui, parce que, d'une part, les derniers chiffres économiques de l'Allemagne, la production industrielle a rebondi. Alors l'Allemagne a eu des mauvais chiffres en fin d'année, même au mois de janvier, pas bon. Mais là, ça rebondit. Donc l'Allemagne va de nouveau... C'est parce qu'ils revendent des Volkswagen, c'est pour ça. Peut-être. Mais en tout cas, si vous voulez, on voit bien qu'il y a de nouveau une demande internationale qui va s'adresser à l'Allemagne et que, il nous semble là aussi que le passage difficile est derrière nous. Alors, est-ce qu'il faut être plein pot ? Plein pot, ça veut dire qu'on a un optimisme BA. Alors, je dirais non. C'est-à-dire que là, il faut quand même avoir un petit peu de vigilance. Mais je ne comprends pas, vous êtes optimiste. Les émergents, vous êtes optimiste, et l'Europe, vous êtes optimiste. Pourquoi vigilant ? Vigilant au point suivant, c'est que les liquidités sont très importantes. Et donc, elles vont même s'accroître. Et ça va continuer. Oui. Donc, ces liquidités, il suffit qu'il y ait un petit truc qui se passe, hop, elles se déplacent et elles occasionnent une volatilité très très forte. Alors, une volatilité très forte, ça veut dire, vous pouvez tomber dans un trou d'air, vous pouvez avoir des mouvements de marché très importants. Alors, si vous êtes plein pot, prenez peur. Alors il faut être un petit peu moins, il faut regarder un petit peu de réserve. Comme ça, si on a un trou d'air, on peut reprendre. Parce que le gros défaut de notre relation à l'investisseur, c'est maintenant de parler au mois, voire au trimestre, et au-delà, ça semble le bout du monde au fond. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas dire, si vous êtes confiant, allons-y, mais acceptons la volatilité ? Alors allons-y, mais acceptons la volatilité. Alors, pour accepter la volatilité, il faut avoir un horizon long. D'accord. Parce que dire, j'investis, puis j'attends. J'attends, c'est-à-dire que je ne regarde pas la fluctuation quotidienne, et puis je me mets un horizon, 2 ans, 3 ans. Un horizon 2 ans, 3 ans, effectivement, c'est intéressant d'avoir un peu plus d'action. Allez, j'ai envie de parler un peu de vous, et puis après on donne la parole. Parce qu'on a beaucoup de questions, Jean-Pierre. J'ai envie, parce que vraiment, moi j'ai mes chouchous, et j'ai Enjeu Futur. Enjeu Futur. C'est vraiment un fonds qui dit, comme son nom l'indique, qui dit où sera le monde demain. Il y a eu un début d'année assez difficile, je regardais year to date, on est autour de moins 7%, quelque chose comme ça. Alors, forcément, c'est un peu volatile. Est-ce que c'est le moment de rentrer ? C'est ça qui m'intéresse. Enjeu futur, maintenant, là, tout de suite ? Oui, plutôt oui, parce que ce sont des thématiques d'avenir. Donc vous avez des thématiques sur la santé, vous avez des thématiques sur le traitement des déchets, sur le traitement de l'eau, sur la biodiversité. Ce sont des thématiques de croissance. Avec des très beaux résultats sur la durée. Très beaux résultats sur la durée. C'est un fonds qui a 5 étoiles. Donc c'est quand même un produit qui est très bien géré, qui est un produit international. Donc, dans le début d'année, quand les gens ont eu peur sur l'économie, les valeurs de croissance ont baissé plus que le marché. Donc le fonds a un petit peu souffert dans cette période tendue, janvier-février. Là, il remonte bien. Comme vous le dites, les marchés actions sont encore à des niveaux inférieurs à ce qu'ils étaient au 1er janvier. C'est le cas aussi d'Enjeu Futur, donc oui, il y a du potentiel. Bon, je suis content parce que j'aime beaucoup ce fonds. Ecofi, convertible euro. Et convertible, est-ce que dans ces moments où il y a de la volatilité, c'est pas un peu le Graal ? Alors un peu décevant depuis le début de l'année aussi, mais est-ce que c'est pas le Graal de dire au fond on est dans le patrimoine, on a le meilleur des deux mondes, ou des fois je pose la question du pire, alors vous nous dites quoi sur les convertibles ? Si vous regardez la performance de Ecofi Convertible Euro en 2015, c'est 10,71, c'est mieux que le CAC 40. Magnifique. Et c'est le premier fonds de sa catégorie. Dans ces périodes de volatilité, est-ce que la réponse convertible est une bonne réponse ? Mais oui, parce que si vous voulez, quand vous avez une obligation convertible,
Si le marché monte, progressivement, vous allez avoir un petit peu plus d'ancrage action, donc vous allez profiter un petit peu plus de la hausse. Si au contraire, le marché vient à baisser un peu plus longtemps, vous avez un petit parachute qui s'ouvre parce que les caractéristiques obligataires des titres que vous avez dans le fond s'activent un peu plus, et donc ça vous freine un petit peu en cas de baisse. Donc vous avez une sorte de ce qu'on appelle une convexité, hein, c'est-à-dire une dissymétrie. Vous profitez un petit peu de la hausse, et de plus en plus de la hausse au fur et à mesure qu'elle s'accélère, et puis vous freinez à la baisse, et vous freinez de plus en plus au fur et à mesure que la baisse est importante. Donc je le garde dans mon bouquin. Donc ça, c'est des fonds de portefeuille que vous pouvez garder sur des très longues périodes, et on voit que sur de très longues périodes, du fait de cette dissymétrie, les convertibles arrivent à faire aussi bien que les actions pures, avec moins de volatilité, et donc moins d'inquiétude pour l'épargnant. Je vous posais la question par rapport à la volatilité. Allez, je reviendrai sur vos fonds tout à l'heure. Georges, on y va. On reprend peut-être un peu, hein, parce qu'il y a des questions qu'on a déjà posées, mais on peut les reformuler au fond. Non, il y avait effectivement, les internautes nous disent que vous êtes assez cohérent, que ça vous disait votre lettre mensuelle, vous parlez de... Mais il est très cohérent. Vous parliez justement de cohérence des mesures annoncées, mais il y a un truc que vous n'avez pas abordé, qui est le Brexit. Est-ce que selon vous c'est un risque? Et on nous parle aussi de la sortie des Irlandais qui pourraient suivre les Anglais. Les Écossais. Les Écossais, pas les Irlandais. Les Écossais qui pourraient... Il y a marqué les Irlandais, je pense que c'est une erreur. Non, les Écossais pourraient vouloir rester dans l'Europe, eux, et les Irlandais pourraient peut-être vouloir sortir, on ne sait pas, alors c'est un peu compliqué. Et donc justement, est-ce que tout ça n'aura pas un impact risqué? Et là, c'est la sympathie, les Écossais, ils s'en foutent, ils boivent. Ce qui est difficile, c'est que les sondages... Juste un mot, pardon, sur le Brexit, pour reformuler. On ne connaît pas, bon les sondages on ne sait pas encore, c'est moitié-moitié. L'incertitude est très forte. Non, dans les marchés on ne voit pas une inquiétude majeure. On risque donc de voir cette inquiétude s'accélérer si jamais les sondages basculaient assez rapidement. Est-ce qu'il y a un vrai risque marché sur le Brexit? Qu'est-ce qui se passerait au fond? Votre scénario c'est quoi? Et puis deuxième sujet, on voit que le rapprochement des bourses de Londres et de Francfort font que la bourse de Paris devient une bourse régionale au fond. Fondamentalement. C'est un risque. Donc risque sur le Brexit, est-ce qu'il y a un risque marché fort si jamais ça bascule du mauvais côté ou en tout cas de... Non mais je ne crois pas qu'il y ait de risque marché. Les Anglais sont des gens civilisés. C'est pas parce qu'ils sortent que d'un seul coup tout va exploser dans tous les coins. Oui, mais est-ce que c'est pas le début d'une dislocation en tout état de cause. On sait qu'il y aurait un référendum par exemple écossais. Les Écossais disant nous on veut rester dans l'Europe. Oui. Alors c'est plus un risque pour le Royaume-Uni que pour l'Europe. Mais la sortie des Anglais du Royaume-Uni de l'Union européenne va créer effectivement des territoires nouveaux. Il va falloir rediscuter avec eux de comment on commerce. Il faudra rétablir des accords. Aujourd'hui, les marchandises circulent librement dans l'espace européen. Est-ce que c'est dans une matrice de risque chez vous? C'est-à-dire que vous dites à un moment donné, si on voit les sondages qui basculent sur sortie, on appuie sur un bouton et on se met un peu à l'abri le temps de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est dans une matrice de risque? Mais je ne crois pas que ça ait un effet considérable sur les bourses. Alors, je ne crois pas. Ça ne veut pas dire que pour l'instant, c'est-à-dire que les entreprises anglaises, elles sont très internationales. Les entreprises européennes, elles ne reposent pas que sur le Royaume-Uni. Et en plus, le Royaume-Uni continuera d'exister même s'il n'est plus dans l'Union. On commerce bien avec les États-Unis, ils ne sont pas dans l'Union. Donc, je ne crois pas que ça ait un effet extrêmement important sur les marchés financiers de la bourse. En revanche, évidemment, ça peut avoir des effets sur le change du sterling, sur le change de l'euro. Ça peut avoir un effet, évidemment, sur la diplomatie européenne, sur la politique européenne. Les Anglais ont quand même une approche plus libérale que l'Europe continentale. Et donc, dans les négociations à Bruxelles, ils pèsent, en général, plutôt sur un équilibre entre peut-être un petit peu plus d'organisation et un petit peu plus de liberté laissée à l'économie. Alors le jour où cet acteur n'est plus et ne pèse plus dans ce sens-là, on peut effectivement avoir une Europe qui devient un petit peu plus bureaucratique. Bon, donc il faudra voir. Et ça, c'est pas nécessairement bon. Oui, donc c'est pas bon parce que pour l'instant, c'est déjà assez bureaucratique. Elle l'est déjà un peu, donc il faut voir. Alors, mais ça, c'est beaucoup trop tôt. Hein, on le verra. En plus, après, les Européens peuvent dire, finalement, tiens, on se rééquilibre différemment. Donc moi, je crois pas que ça a un effet immédiat. De mon point de vue, ça ne serait pas une bonne nouvelle que le Royaume-Uni sorte. Évidemment. Mais bon, disons que s'ils décident de sortir, c'est leur choix. Il faudra faire avec, il faudra respecter et reprendre des relations sur un autre mode, mais qui resteront amicales. Ça ouvre une porte aussi, ça ouvre une capacité de sortie. Certains pays commencent à en parler. Je crois que c'est la Finlande qui récemment... Oui, la République tchèque aussi a dit qu'elle ne serait pas très contente. Bon, alors ça, c'est effectivement une question. Mais finalement, mais si l'Europe a moins de membres, il y a tout un tas de gens qui disent qu'on est trop nombreux. Bon, alors, mais on s'adaptera, si vous voulez. C'est une forme de fermeture quand même, non?
C'est autre chose, on s'adaptera. Question, Il est trop tôt pour tirer des plans sur la comète. Très bien. Pour continuer sur votre confiance, du coup, comme vous êtes très confiant, est-ce que vous entrez massivement sur les marchés? Quelle part de cash vous avez dans vos portefeuilles? Est-ce que la part de cash a vraiment évolué? Donc, est-ce que vous êtes vraiment entré plus depuis le début de l'année? Alors en fait... Est-ce que vous avez un flexible? Oui. Comment il est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 6 positions de risque, 1 étant la plus faible et 6 la plus exposée. Et aujourd'hui, on est sur la position 4. Ah, pas mal. Donc au-dessus de la moyenne, parce qu'on pense qu'il y a encore un potentiel. Vous étiez où il y a 2 mois? On était à 5. Ah d'accord. Donc on a bien profité de la hausse. D'accord. Très bien. Donc aujourd'hui, quand même... Donc on a pris un peu de bénéfices. Ouais. Donc, on est repassé de 5 à 4. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc relativement prudent. Disons que... dans de la prudence positive. Voilà, exactement. D'accord. Oui, après on a des questions sur un sujet totalement différent, sur tout ce qui est ISR, écolo, développement durable. On a dit qu'on vous connaît beaucoup là-dessus, mais finalement on ne sait pas exactement qu'est-ce que vous faites dedans. Allez, on va rentrer, parce que ça c'est... Donc, est-ce que vous avez des fonds? Est-ce que c'est un mode de gestion de l'entreprise? Est-ce que c'est un mode de pensée pour vous? Enfin, les autres vont assez loin. C'est une marque de fabrique d'Ecofi, donc c'est un ADN, absolument. Fondamentalement. Alors dites-nous, expliquez-nous un peu ce monde. ISR, c'est à la mode, vous devez collecter énormément, parce que les instituts collectent notamment, non? Oui, c'est-à-dire que la gestion socialement responsable va ajouter aux critères financiers des analyses extra-financières pour analyser les entreprises sur des critères de gouvernance, de respect de l'environnement, de respect donc, des partenaires sociaux, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les salariés, la position dans la cité, ce qu'on appelle, est-ce qu'elle est respectueuse finalement du système, de l'écosystème dans lequel l'entreprise se trouve. Ça, c'est très important pour la performance. C'est pas simplement une vue de l'esprit. Ça a 2 effets. Est-ce que ça joue sur la performance? Est-ce que c'est du marketing? Non, ou est-ce que ça joue? Je dois poser C'est-à-dire que, question. Si vous voulez, lorsque vous analysez l'entreprise sur tous ces critères-là, d'abord, ça vous donne une vision plus large. Donc, ça vous aide à prendre des bonnes décisions de sélection des titres. Ensuite, ça protège par rapport à des clientèles dont nous gérons l'argent et qui sont très soucieuses de leur risque de réputation. Ça protège parce que on essaie, grâce à cela, d'éviter les scandales. Et donc, on n'est pas investi dans des entreprises qui se comportent mal. Donc ça, c'est important pour la réputation de nos clients. Ça donne un sens à l'argent également. Si vous voulez, on n'investit pas dans n'importe quoi, il y a une certaine méthodologie. Mais c'est bon pour la performance, pour la raison suivante. Sur la performance, puis je reviens ensuite. La performance pour les clients, c'est quand même important. Bien sûr. Si vous voulez, de par cette analyse, vous arrivez à détecter quand même des gens qui se comportent mal. L'exemple typique, c'était British Petroleum. Sur les critères financiers, c'est la meilleure compagnie. Les gens en voulaient. C'était bien classé, meilleure gestion, meilleur rendement, rendement sur equity très très bien. C'était palmarès numéro 1 sur les critères financiers. En revanche, quand vous analysiez les critères extra-financiers, vous tombiez sur un rapport du Sénat sur ce qui s'était passé dans leur raffinerie au Texas, et que disait le Sénat américain? Que BP se comportait très mal et leur avait mis une amende. J'étais engagé à remettre les choses à flot. On a fait 2e amende. Alors nous on avait dit, ça ne nous plaît pas. Parce que, il y a un peu trop de légèreté dans le traitement de la sécurité. Bon, cette raffinerie, il se trouve qu'elle a explosé, et c'est pour ça qu'ils avaient fait des amendes. Et après, vous avez eu l'accident dans le golfe du Mexique. Donc, voilà une entreprise qui avait les meilleurs ratios financiers, mais que ça se faisait au détriment. C'était un arbitrage, si vous voulez, de management. Un arbitrage, c'était leur choix. C'est un choix qui ne nous convenait pas. Donc nous, on a éliminé cette entreprise de nos portefeuilles, ce qui fait que quand il y a eu l'accident et que le cours de l'action a divisé par 2, tout simplement, on n'en avait pas. Donc on a surperformé. Est-ce qu'à force de vouloir l'ISR, qui est aujourd'hui, on peut le dire, une collecte très institutionnelle, la distribution, ce qu'on appelle le retail, va un peu moins sur l'ISR aujourd'hui? Un peu moins. Si vous voulez, c'est peut-être pas encore suffisamment connu. Voilà. Mais justement, alors j'y arrivais, est-ce que c'est pas devenu un concept un peu flou, qui met des notations un peu partout? Comme vous le disiez, on pourrait dire, vous avez aussi de la gestion éthique chez vous. La gestion éthique, je comprends bien. Je veux pas d'armes, je veux pas d'alcool, voilà, il y a des choses très précises. ISR, c'est nébuleux. C'est-à-dire que c'est une moyenne qui fait que... Mais plus vous allez vers la moyenne, plus vous avez des chances d'avoir des gens qui sortent de l'éthique ou de ce que vous disiez. Donc au fond, est-ce qu'à force de vouloir que tout le monde rentre un peu là-dedans, on n'a pas un peu perdu le concept? À la fois oui et non. C'est-à-dire que non, parce que finalement, si tout le monde l'adopte, c'est une grande victoire philosophique. Et d'ailleurs, on constate, lorsque nous avons
entrepris par exemple les démarches d'interpellation des dirigeants, dialogue, qu'on appelle des dialogues avec les chefs d'entreprise en disant bon, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, est-ce que vous pouvez nous répondre un peu plus précisément à des questions qu'on pose? Bon, vous avez 7-8 ans, les gens vous répondaient à peine. Aujourd'hui, ils répondent. Aujourd'hui, ils répondent. C'est très important. Vous aviez, il y a 7-8 ans, 2 entreprises du CAC 40 qui étaient sensibles à ces questions. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 qui ne le sont plus. D'accord. Alors, c'est quand même... Ce sont lesquels les 2, tiens? Ah, ça, vous n'avez pas le droit de le dire. Bon, d'accord. On va les laisser se mettre en conformité rapide. On vous le mettra sur Club Patrimoine, je vous promets, on va chercher. Et donc, si vous voulez, ça bénéficie à tout le monde. Parce que finalement, les critères qu'on a définis de respect de l'équilibre des pouvoirs, ça bénéficie à l'intérêt général. L'attention portée à la diversité, à la parité homme-femme, ça bénéficie à tout le monde. C'est une richesse pour chacune des entreprises. Bon, les gens avaient un peu de mal à faire le pas. La pression que les sociétés de gestion sensibles à ça ont faite, ça a fait progresser. Et oui, et donc c'est un peu la démarche qui a été retenue, par exemple, pour la COP21. Eh bien, on fait passer par les institutionnels, donc les investisseurs, que dit la loi, le fameux article 173, il dit aux institutions, veuillez publier votre empreinte carbone. Alors les institutions se disent, mon empreinte carbone de mon portefeuille, comment je vais la mesurer? Donc ils nous demandent de mettre en place des méthodologies, et donc ça fait progresser, si vous voulez, l'analyse. Je disais tout à l'heure, les instituts ont bien compris, et d'ailleurs il y a une grosse clientèle en évolution institutionnelle. Oui. Le retail, la distribution l'a un peu moins compris, donc on peut dire aux gens aujourd'hui, si vous voulez un peu changer le monde, votez avec votre épargne. Eh bien, c'est un moyen de voter. Très bien. Georges, une dernière salle de questions. Oui, alors une question très terre à terre, c'est est-ce que tous vos fonds sont ISR? Alors, seulement certains? Dans le principe, oui, tous nos fonds sont ISR. Après, il y a des fonds qui ne s'y prêtent pas. C'est-à-dire que vous avez des fonds indiciels. Ils sont indiciels. Ils ont le même comportement indice que l'indice. Donc, ils ne sont pas ISR. Vous avez des fonds quantitatifs qui suivent des modèles différents. Et vous avez des fonds très internationaux sur lesquels on n'a pas les données, notamment pour les fonds qui investissent beaucoup en Asie. Ça, c'est difficile d'avoir les données, même si ça progresse. Donc, pour l'instant, on ne peut pas les classer ISR puisqu'on n'a pas suffisamment de données. Mais dans le principe, sur nos 8 milliards, il y a à peu près 6 qui sont ISR. C'est comme le disent les guides de Chamonix, là où est la volonté, là est le chemin. Donc votre chemin est ISR. C'est assisté pour que progressivement, on passe de 6 à 6,5, puis encore un petit peu plus. Très bien. Est-ce que vous avez une dernière question? Oui, une question sur la financière de Champlain. Oui. Elle n'existe plus. Eh bien, Jean-Pierre a raison. On a absorbé Financière de Champlain au 1er janvier. Donc, c'est maintenant inclus dans Ecofi. Donc, on a gardé les fonds de Champlain, Performance Environnement, Performance Avenir, Performance Vitae, qui sont des très bons produits. Performance Vitae était premier sur 2 ans. Champlain qui était des précurseurs. Des performances de plus de 100% sur 2 ans. Et Champlain qui était un précurseur en la matière. Après, c'est un fonds thématique, donc il fluctue avec les entreprises de santé de manière importante. Donc, ce n'est pas pour n'importe quel investisseur, mais c'est un fonds très performant. Très bien, il nous reste 2 minutes, ça va très très vite, plus ça va, plus on a l'impression que ça va vite. Si aujourd'hui, alors vous avez une gamme forcément, moi j'ai dit ce que j'aimais bien chez vous, à vous de jouer maintenant. Si aujourd'hui il fallait souscrire 2 fonds chez vous, je parle pour la distribution, pour les conseils en gestion de patrimoine, pour les clients privés, allez, donnez-moi les 2 fonds à souscrire maintenant, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire. Si vous voulez, dans des marchés agités, il faut être agile. Et pour être agile, il faut que le gérant intervienne tous les jours, à toutes les heures, pour rééquilibrer les choses. Et donc, moi, je recommande les fonds flexibles, comme Ecofi Patrimoine Diversifié, par exemple, qui est un fonds qui est relativement prudent, mais qui a cette flexibilité et qui peut permettre d'investir plus quand on est un peu plus serein et de prendre un petit peu ses bénéfices lorsqu'on est un peu moins serein. Diversifié, on le suit de près, c'est un flexible, c'est tout votre talent, effectivement, d'allocation. Pour le compte des CGP, et un autre? Alors, Ecofi Action SCR. Alors, SCR, c'est un nom un peu bizarre. Les assureurs, de par leur réglementation dite solvabilité 2, doivent calculer leur consommation de fonds propres et la limiter en fonction de leur ratio. Donc, on a mis au point un fonds qui fait un petit peu parachute lorsque les marchés sont mauvais, qui achète en permanence des petites options de vente à petite prime. Et donc, quand le marché chute, hop, ces options se mettent en œuvre. C'est un petit peu le même principe que Ecofi Convertible Euro qu'on expliquait tout à l'heure, principe de convexité. Et donc, ça baisse un peu moins à la baisse. Et puis, dans la hausse, vous bénéficiez quand même de l'essentiel de la hausse. Parce que je ne le connaissais pas, donc on va le regarder de près. Ecofi Action SCR. Donc, ça prend une bonne partie de la hausse. Et ça ça protège un petit peu à la baisse. Voilà, un petit peu de convexité. En cas de forte baisse, en revanche, non. En cas de forte baisse, c'est là où il protège le plus, puisque les options s'activent plus. Si vous voulez. Maintenant, ça baisse quand même. Moins que les autres fonds. Mais un petit peu moins que les autres fonds. Et alors, ce fonds qui a été conçu pour des institutionnels, on le met à disposition aujourd'hui des particuliers. Eh bien, on va suivre ces fonds de près, bien évidemment.
Je rappelle Enjeu Futur parce que moi je l'aime bien et que je le suis personnellement. Christophe, juste, on conclut, hein, c'est l'heure, mais chaque année j'aime vous demander ça. Est-ce que vous êtes optimiste à long terme? Ah, là, ça dépend à long terme on sera tous morts, donc je ne suis pas optimiste. Oui, en même temps, ça fait partie de la vie. Mais je parle à la fin. À un an, pour nous, un an, c'est déjà. Un an, oui. Alors, tout le monde parle à la semaine, là, donc à un an. Mais à un an, si vous voulez, les actions ne sont pas chères par rapport aux obligations. On sera au-dessus dans un an? Oui. Merci beaucoup. On se revoit l'année prochaine et bien évidemment sur les conventions. En attendant, on aura l'occasion de vous rencontrer. Merci toujours de cette expertise et de votre sincérité, Christophe. C'était Merci Jean-Pierre. Un bonheur. Georges, on se retrouve? On se retrouve très différemment la semaine prochaine. Mardi à la convention de la CNCGP et jeudi à la convention de l'Anacofi, où à chaque fois on aura un plateau, des caméras. Alors on ne sera pas en direct. On sera en quasi-direct. Mais vous retrouvez sur Club Patrimoine, bien évidemment, l'ensemble des prestations dans la journée. Hein, donc c'est du quasi-direct. Même 1 heure après chaque plateau, ils seront tous en ligne. Donc n'hésitez pas à y aller dès aujourd'hui. Il y a déjà pas mal de vidéos à voir qui sont plutôt des bêtisiers. Oui, on adore ça. On adore ça. Georges, merci beaucoup. On est tous les deux sur les 2 conventions Anacofi et CNCGP la semaine prochaine, CNCIF la semaine suivante. Donc on va beaucoup bosser. Suivez-nous et en attendant, comme dirait mon ami Bogdan, gardez-vous bien.